L'ancien royaume de Siam a mué en une nation moderne et avant-gardiste. La Thaïlande sera l'un des pionniers asiatiques avec un projet de loi sur les unions entre personnes du même sexe. La Thaïlande rend la marijuana légale, mais décourage sa consommation. La Thaïlande est capable du meilleur comme du pire. Les manifestations en Thaïlande sont historiques. Pour la première fois depuis des décennies, les gens défient ouvertement l'autorité de la monarchie. C'était il y a 2 ans déjà. Des milliers de Thaïlandais étaient descendus dans la rue en juillet 2020 pour protester contre le régime. Ils exigeaient la modification de la constitution, la réforme de la monarchie et l'organisation d'élections libres. Leur signe de ralliement tiré de la trilogie Hunger Games, c'est ça. En fait, le système politique thaïlandais est un hybride entre une monarchie absolue, une théocratie et une dictature militaire. Déjà, la fortune de la famille royale est la plus importante au monde, elle dépasse même celle des pétromonarchies du Golfe. Et contrairement aux monarchies européennes, celle de Thaïlande exerce son pouvoir sans aucun garde-fou, si ce n'est l'armée. Alors comment ce pays autoritaire est-il devenu une destination touristique si prisée? En fait, comme dans d'autres destinations de rêve comme les Maldives, la vie se complique surtout pour les locaux. 43 ans de prison en Thaïlande pour crime de lèse-majesté. La population carcérale thaïlandaise est la 4e plus importante au monde, juste derrière le Turkménistan, Cuba et les États-Unis. Sauf que les prisons thaïlandaises sont pas au même niveau que celles des USA. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet un de mes films préférés, A Prayer Before Dawn. Manifestation en Thaïlande. Des milliers de personnes se rassemblent pour la 3e journée consécutive malgré l'interdiction du gouvernement. Une mobilisation de la population pour réclamer le départ de la junte des réflexes démocratiques dans un pays qui n'a pas réellement de culture politique du débat. Pourtant, le pays n'en est pas à son coup d'essai. Entre 2006 et 2011, on avait assisté à la convergence de plusieurs mouvances protestataires comme celle des chemises rouges et des chemises jaunes. Les chemises rouges étaient des républicains, favorables à l'abrogation de la monarchie et principalement issus du milieu rural, ouvrier et agricole. Les chemises jaunes étaient davantage en faveur d'une restriction des pouvoirs royaux et reflètent plutôt l'élite urbaine et éduquée. Ces mouvements politiques jouissent encore aujourd'hui d'un fort capital sympathie de la part de la population. Ils ont été présents dans les esprits et dans la rue tout au long des manifestations de l'année dernière. Il ne serait pas improbable de les voir reprendre le flambeau de la lutte sociale. Le camp pro-démocratique a déjà gouverné la Thaïlande à 2 reprises. Une première fois avec Thaksin Shinawatra qui finit par être renversé en 2006, puis par sa sœur Yingluck Shinawatra qui fut elle aussi renversée en 2014 et dut s'exiler à l'étranger. La junte militaire gouvernée par l'actuel premier ministre Prayut Chan-o-cha a de nombreuses raisons de s'inquiéter. Les mandats des Shinawatra ont démontré que la voie démocratique est une possibilité réelle en Thaïlande. Si la vie politique thaïlandaise devait se résumer à une caractéristique, ce serait la constante succession de régimes. Depuis 1932, la Thaïlande subit en moyenne un coup d'état tous les 4 ans. C'est devenu tellement habituel qu'à présent, les analystes sont surtout surpris de la longévité de la junte au pouvoir actuellement. Comment cette révolte populaire s'est-elle enracinée en Thaïlande? Comment la junte a-t-elle réussi à se maintenir au pouvoir? Une divinité sur terre. Dans de nombreux pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, la religion et la politique vont souvent de pair. Mais le cas de la Thaïlande est spécial. C'est presque une monarchie absolue de droit divin. Ça veut dire que le roi est considéré comme le représentant direct de Dieu sur terre. Rien que ça. L'actuel roi de Thaïlande s'appelle Rama X. Il succède à Rama IX qui lui-même succède à Rama VIII. Ils reçoivent le nom de Rama durant la cérémonie de couronnement qui signifie Vishnu en thaï. Vishnu, c'est l'une des 3 divinités de l'hindouisme. Jusqu'en 1932, la Thaïlande était bien une monarchie absolue de droit divin. Mais la révolution siamoise obligea le souverain à approuver une constitution qui limitait son pouvoir. Des concessions modestes. Il dispose toujours d'importants pouvoirs et surtout, il reste l'incarnation d'une divinité pour la population thaïlandaise. Or, aussi divin qu'il soit, les rois thaïlandais sont animés de passions très humaines. Le roi Rama IX, Bhumibol, fut couronné à l'âge de 23 ans après l'assassinat de son frère aîné Rama VIII. Il n'est pas né en Thaïlande, mais dans le Massachusetts. Il suivra plus tard sa famille en Suisse avant d'étudier à l'université de Lausanne. Cette immersion dans la culture occidentale a même permis au futur roi de s'essayer au jazz. Donc, la figure du souverain est sacrée en Thaïlande. Toute offense contre le roi ou la famille royale est un blasphème, un crime de lèse-majesté. Un crime dont la définition est très vague d'ailleurs, mais les peines sont très lourdes pour ceux qui en sont reconnus coupables. Elles se traduisent par des incarcérations qui se chiffrent en dizaines d'années. Quelques exemples bien réels.
Traduire une biographie royale non autorisée, 2 ans de prison. Insulter le chien du roi en ligne, 37 ans de prison. Peindre en noir le portrait du roi, 10 ans de prison. Et c'est sans compter les crimes de sédition. Certains actes qui, a priori, semblent banals et dénués de sens, peuvent vous mener en tôle s'ils sont réalisés dans un contexte bien particulier. Le port d'une chemise rouge, manger des sandwichs ou le salut de Hunger Games en guise de protestation politique peuvent mener à la case prison. Certains fans de Hunger Games ont commencé à faire ce signe de ralliement dès les premières manifestations suite au coup d'état de 2014. Le geste s'est répandu comme une traînée de poudre et fut vite interdit par les autorités. Alors comment expliquer l'attachement du peuple thaïlandais à son roi? Déjà, la monarchie thaïlandaise existe depuis des siècles. Le roi y était une figure très populaire. À la mort du souverain Bhumibol, plus de 12 millions de personnes se sont rendues aux funérailles, 1 Thaïlandais sur 6. Le culte du roi et de la patrie est très ancré dans la société thaïlandaise. Dans les cinés, avant chaque film, on doit se lever pour écouter l'hymne national. Alors, si la monarchie est tant aimée, pourquoi assiste-t-on à tant de coups d'État? Une nouvelle junte tous les 4 ans. Les Thaïlandais ont vu pas moins de 19 tentatives de coup d'État prendre place depuis 1932. Sur ces 19, 12 ont réussi, 7 ont échoué. Dans tous les cas, le déroulé est assez similaire. Une faction de l'armée organise un putsch et c'est au roi de décider s'il soutient ou non les putschistes. Le vainqueur prend la tête du pays et le perdant s'exile. C'est comme des élections en vrai, mais seul le roi vote. Certains de ces coups d'État ont été très violents. En 1973, un mouvement étudiant qui protestait contre la junte militaire fut réprimé dans le sang. Entre 70 et 300 étudiants furent massacrés. À la suite de ce carnage, le roi déclara que la junte devait se retirer. Tanom Kittikachorn s'exila jusqu'en 1976 lorsqu'il tenta un retour au pouvoir qui aboutit à une nouvelle tuerie à l'université de Thammasat. En comparaison, d'autres coups d'État s'apparenteraient plus à des transitions pacifiques du pouvoir. En 1957, par exemple, le général Sarit Thanarath s'empara d'installations militaires cruciales et devint en l'espace de quelques heures le nouveau premier ministre de la Thaïlande. Les juntes se succèdent, seule la couronne demeure. Comment? C'est simple, c'est l'économie du con. Alors je précise quand même, je suis en train de citer un conseiller de Bill Clinton, It's the economy stupid. Les libertés individuelles sont secondaires en Thaïlande, ou en tout cas, elles ne pèsent pas lourd face aux excellentes performances économiques du pays. Ou pesaient. En Thaïlande, le PIB par habitant à parité avec le pouvoir d'achat est d'environ 18 000 $. Celui des Philippines, 8 500 $. La Chine, deuxième puissance mondiale, 17 000 $. La Thaïlande a un système de santé publique qui propose une couverture universelle à ses citoyens. Dans les années 80, c'est en Thaïlande qu'on trouvait les plus grandes usines automobiles et de composants électroniques dans la région. Un hub industriel mais aussi touristique. Avant la pandémie, le pays était la 8e destination touristique au monde avec plus de 40 millions de touristes par an. En 2020, le pays n'a accueilli que 7 millions de touristes, ou presque. Tout porte à croire que la Thaïlande reviendra vite dans le top 10 des pays les plus visités au monde avec le raccourcissement des délais de quarantaine et l'abrogation du pass sanitaire. Le pays continue d'être une destination très appréciée pour ses plages splendides, Chiang Mai et le tourisme sexuel. Cette bonne santé économique s'explique aussi par la stabilité de sa monnaie nationale, le baht, et ses bonnes relations avec l'Occident et le Japon. Jusqu'au jour... Une démocratie fragile. Fin 2016, le roi bien-aimé Rama IX est décédé à l'âge de 88 ans, une tragédie nationale. Un décès qui tomba, on ne pouvait plus mal. Le pays était sur le point d'approuver une nouvelle constitution. La junte annonça alors l'organisation d'élections libres sous son auspice. Ni une ni deux des membres de la société civile sautèrent sur l'occasion pour former des partis d'opposition. Pour la première fois depuis des décennies, le Parlement thaïlandais comptait dans ses rangs des partis d'opposition. Le principal, Nouvel Avenir, est fondé par le richissime héritier Thanathorn Kwangrun Ruangkit et le professeur de droit Piabut Saeng Kanokul. Une formation politique qui proposait de modifier la constitution de manière à limiter le pouvoir du roi, mais aussi la garantie d'élections réellement libres et le respect des droits de l'homme. Ils obtinrent 18% des voix aux élections de mars 2019, un score impressionnant compte tenu de la présence de 7 grands partis historiques au sein du Parlement. Thanathorn a tout risqué pour son pays jusqu'à sa fortune personnelle, jamais à l'abri de la junte. Son parti interdit, il risque la prison, mais le Thaïlandais Thanathorn Juangkun Ruangkit jure de continuer à se battre.
Le parti du Nouvel Avenir est mort, vive le parti, allez de l'avant. Dans la foulée de la dissolution de Nouvel Avenir par la Cour constitutionnelle, allez de l'avant hérite son capital politique dirigé par Pita Limjaroenrat, successeur de Thanathorn. Thanathorn a été déchu de son mandat de député et encourt à présent une peine de 20 ans de prison pour crime de lèse-majesté. Bon, ça c'était le volet politique. Le piège du revenu intermédiaire. Cette vie politique trépidante fait de l'ombre à l'un des principaux problèmes du pays, le délitement de son économie. La Thaïlande a été l'un des pays les plus prospères de la région. Elle fit partie de la deuxième génération des nouveaux pays industrialisés qu'on appelle aussi les tigres asiatiques. Un tigre pour être plus précis. Alors que le taux de croissance des autres pays de la région oscille entre 5 et 7%, celui de la Thaïlande stagne à 1,6%. Avant comme après le Covid. Ça s'explique par ce qu'on appelle le piège du revenu intermédiaire. Beaucoup de pays parviennent à passer d'une économie pauvre à une économie moyenne, mais sans arriver au statut d'une économie développée. Et les exemples sont nombreux. Le Brésil, la Colombie, l'Inde, le Maroc, le Sénégal et donc la Thaïlande. Le tourisme représente plus de 12% du PIB thaïlandais. Un secteur dévasté par le Covid-19. Un autre secteur qui a aussi connu des grosses difficultés, c'est l'industrie automobile. General Motors va licencier les 1500 travailleurs de l'usine en Thaïlande suite à la vente de ces usines. En fait, la Thaïlande, c'est l'atelier automobile du sud-est asiatique. Les lignes d'assemblage représentent quand même plus de 10% du PIB thaïlandais. Mais ces dernières années, plusieurs constructeurs ont quitté le pays. General Motors, mais aussi les motos britanniques Triumph, ont fermé leurs usines en Thaïlande. Heureusement, le pays a su négocier le virage de l'électrique et accueille désormais les lignes de production de l'allemand Mercedes et des chinois Changcheng Chiche, Great Wall Motors et Shangchi. L'économie thaïlandaise est vulnérable. Elle a subi de plein fouet la pandémie et accuse le coup aujourd'hui des retombées indirectes de la guerre russo-ukrainienne, à savoir le flux touristique, l'inflation, la hausse du prix des hydrocarbures et j'en passe. La Thaïlande s'est engagée dans une transition économique, le plan Thaïlande 4.0, pour réussir à rattraper son retard sur les pays développés. Mais pour y parvenir, elle devra gérer la concurrence vietnamienne et le ralentissement de l'économie chinoise très investie dans le pays. La Thaïlande fait aussi face à un vieillissement de sa population et à une économie trop tournée vers l'export. Après tout, la Thaïlande est l'un des pays où la répartition des richesses est des plus inégalitaires. Et les scandales impliquant la famille royale n'aident pas beaucoup. Un dieu roi aux mœurs très libéraux. Le roi de Thaïlande a fait les choux gras de la presse people durant le tout premier confinement lié au Covid. Il s'est réfugié en Allemagne avec un harem de 20 femmes. Il faut dire qu'il a une sacrée réputation. Le roi Danjun de Thaïlande nomme sa maîtresse concubine officielle. D'autres rois diraient qu'ils ont une collaboratrice, une amie. Mais c'est pas dans ses choix de vie que réside le problème. Il fait ce qu'il veut dans le cadre privé et il a bien raison. Le souci, c'est le lien entre sa fonction de roi de Thaïlande et ses sujets. Son prédécesseur, Rama IX, avait gagné le respect du peuple thaïlandais plutôt conservateur. Son fils a divorcé 3 fois, il a 4 enfants illégitimes et il a nommé son chien Foufou officier général de l'armée de l'air thaïlandaise. Ce manque de respect pour l'institution a failli lui coûter le trône. C'est un miracle qu'il s'y soit maintenu. En plus, il habite même pas la Thaïlande. C'est pas un hasard s'il a choisi l'Allemagne pour traverser le premier confinement. C'est là-bas qu'il habite. Il a acheté en 2016 un manoir bavarois d'où il mène les affaires royales. C'était d'ailleurs l'une de ses conditions pour approuver la constitution de 2017. Il devait être autorisé à régner depuis l'Allemagne. Il n'est pas irréaliste de conclure que le roi ne souhaite tout simplement pas être roi. Sauf que c'est faux. Le roi thaïlandais a publié un décret royal plaçant 2 unités de l'armée sous son contrôle direct, plutôt que soumis à la hiérarchie militaire traditionnelle. Rama X cherche activement à restaurer la monarchie absolue en Thaïlande. Pour ce faire, il élargit ses compétences en matière de chef des armées. Il souhaite aussi évincer toute concurrence. En 2019, il a interdit à sa sœur de se présenter au poste de Premier ministre durant les élections législatives. Déjà qu'il prenait le contrôle en 2017, l'année de son couronnement, du bureau des biens de la couronne. Sous contrôle du ministère des Finances, c'est un fonds souverain valorisé à 40 milliards de dollars qui gère les investissements de la famille royale. Le roi est d'ailleurs le premier actionnaire de la Siam Commercial Bank à hauteur de 23%, une fonction qui dit évidemment rémunération. Le roi a donc décidé qu'il bénéficierait d'une augmentation à partir de 2021, une rémunération de 1,1 milliard de dollars pour couvrir les frais de représentation de la Royal Thai House depuis la Bavière. Toutes ces décisions, pas forcément les plus sages ni les plus avisées, ont fait mouche en ce qu'elles ont exaspéré la population thaïlandaise. L'essor d'un parti d'opposition pour catalyser le mécontentement populaire contre son élite politique corrompue et l'activité économique en perte de vitesse a posé les bases d'un mouvement civil de contestation. Ses principales revendications sont l'abrogation du crime de lèse-majesté, la transparence des avoirs financiers de la couronne et une séparation plus importante entre la monarchie et le pouvoir. Les manifestants thaïlandais appellent à la fin de la monarchie le jour de l'anniversaire du roi.
Des manifestations qui se sont inscrites dans la durée et qui ont réuni tous les acteurs de la société civile. Étudiants, ouvriers, commerçants, fonctionnaires, salariés du privé, seniors, jeunes, agriculteurs. Elles ont repris du poil de la bête à la mi-2021 lors de démonstrations populaires pour dénoncer la gestion du Covid par les autorités. De fil en aiguille, les manifestations ont gagné en intensité. Le mouvement qui réclamait des amendements constitutionnels pour abroger le crime de lèse-majesté finit par essuyer un revers cuisant lorsque la Cour constitutionnelle déclara fin 2021 que cette proposition de réforme constituait une tentative de coup d'État. Aujourd'hui, la révolte civile s'est momentanément essoufflée. Il faudra attendre les élections législatives de 2023 pour voir si le parti allé de l'avant réussira à faire converger les différents mouvements pro-démocratie et abolitionnistes. Mais ne nous y trompons pas, le roi n'est qu'une simple distraction. Ceux qui tiennent le pays, ce sont les membres de la junte militaire qui ne sont que trop contents d'avoir un roi si controversé. En attisant les débats sur le maintien ou non de la monarchie, la junte a les mains libres pour diriger le pays comme elle le souhaite. Mais elle doit faire attention, parce que si le camp pro-démocratique l'emporte, la junte n'aura d'autre solution que de réorganiser un coup d'État, avec un risque toujours plus important de voir la situation dégénérer en conflit interne, voire en une rébellion massive. On refera le point l'année prochaine. Sawadee.